Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er avril 2021. Hier, j'ai eu quelques heures de congé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé bouquiner. Imaginez donc, dans mes journées de congé, ce que je fais, je vais dans les librairies. Rien ne m'intéresse autant que les librairies. Alors, ça peut sembler absurde. Je quitte ma librairie pour aller où? Visiter d'autres librairies. Mais il y en a une que j'aime particulièrement. Particulièrement. C'est la librairie L'Insoumise sur la rue Saint-Laurent. La librairie L'Insoumise, qui est une OSBL, c'est-à-dire un organisme sans but lucratif, et qui propose à la vente la littérature anarchiste, des penseurs anarchistes, et ils ont une très très bonne section de poésie, de poètes anarchistes. Alors c'est une petite librairie qui doit contenir environ 3 ou 4 000 livres. Une bonne part des livres qui sont proposés à la vente sont d'occasion, d'autres sont récents comme l'Encyclopédie des nuisances dans laquelle Gunther Anders a publié, L'obsolescence programmée de l'homme, qu'on peut retrouver là. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le seul dépôt de livres de les encyclopédies de la nuisance. Une grande section aussi assez importante sur les situationnistes, les petits situationnistes, les grands situationnistes, Guy Debord. Et franchement, c'est une librairie qui me fascine. Et n'eût été pour moi que le Québec devienne un État indépendant, eh bien, je pense que j'aurais fait un très très bon anarchiste. Mais je ne me console pas avec cette idée-là que le Québec ne deviendra probablement pas indépendant. Et ceux qui sont contre, en tout cas dans le camp des anarchistes, c'est que de toute façon, il faut abolir l'État, quel qu'il soit, et cet État-là, neuf, n'a aucune raison d'exister dans la logique des anarchistes. Alors moi, ce que j'aurais aimé être, c'est vivre dans un Québec indépendant et devenir anarchiste. Alors, devenir anarchiste dans un non-pays, c'est intéressant, mais ça ne me suffit pas. Alors, au fond, je serais une sorte de néo-anarchiste. Alors donc, j'y suis allé, j'ai fait quelques trouvailles, que là, ils sont trop loin, je vais pas laisser l'écran vide de ma présence ce soir. Ça va être une courte vidéo, parce que, eh bien oui, je suis un peu fatigué. Alors, malgré que je prends quelques heures ici et là, parce que maintenant, Fabienne et moi, nous travaillons ensemble. Fabienne occupe un rôle de plus en plus important dans l'atelier librairie. Déjà, elle occupait un rôle énorme dans son propre atelier, mais maintenant, ses activités viennent bonifier la librairie, les activités de la librairie. Elle travaille très très bien, c'est très plaisant. Nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble, au fond. Alors, mais qu'est-ce que j'y ai trouvé, entre autres? Ça, je vais vous le montrer. Je savais que ce livre-là serait publié. Je m'attendais cependant un peu que les instigateurs de cette publication me fassent signe. Cependant, ils ont eu l'amabilité de mentionner mon existence dans les remerciements. Alors, oui, parce que j'ai quand même eu un rôle tout de même assez important. Alors, je vous montre le livre. C'est Jean-Paul Martineau. Illutriation. Et Jean-Paul Martineau, un mot rapide sur Jean-Paul Martineau, a été un poète qui avait été remarqué, entre autres, par Claude Gauvreau. Il a publié très très peu de livres, dont un, Objet de la nuit.
Et Benoît Chaput, l'éditeur de Loi de Cravant, que nous connaissons à peine, nous nous entrevoyons de temps à autre dans des salons du livre, mais c'est un homme assez timide. Je pense en tout cas qu'il est assez timide. En tout cas, il est timide avec moi. Et moi, la timidité, c'est quelque chose d'assez contagieux. Si j'ai affaire à quelqu'un d'expansif, il est possible qu'il allume les bougies d'allumage. Mais non, lui, il est plutôt réservé. Et il me confiait qu'il avait découvert la poésie, et c'est par la poésie de Jean-Paul Martineau, Les objets de la nuit, que ça avait en quelque sorte ouvert la porte à son destin de poète, d'éditeur de poésie, de poète aussi. Mais c'est un très très bon éditeur. Les ouvrages de Loi de Cravant, ils sont remarquables tant sur la forme que sur le fond. Ils sont parfaits. Un objet, un recueil de poésie doit être assez parfait, en tout cas au niveau esthétique. Alors donc, je parcourais la section des poètes d'obédience surréaliste, anarcho-surréaliste, ou, comme je l'ai entendu aujourd'hui, anarcho-primitivisme. Ça me convient bien. Si j'étais un anarchiste, en tout cas, je serais sans doute dans la branche des anarcho-primitivismes. Je trouve que ça sonne bien à l'oreille. Alors donc, j'ai vu le livre. Alors, ah oui, comment... Ouais, je peux vous raconter simplement. C'est que je leur ai permis, j'ai servi d'intercesseur afin qu'ils rencontrent la veuve de Jean-Paul Martineau, qui a écrit une très bonne préface pour nous expliquer qui était Jean-Paul Martineau. Je vais vous montrer avant, parce que nous l'avions publié dans le numéro 2 du collectif. En fait, j'ai toujours appelé ça une revue, mais c'est pas une revue. Hein. J'ai toujours appelé ça pendant 15 ans une revue, mais en réalité, c'est un collectif. Parce que il n'a pas de ISSN. Alors, pour le cataloguer, il a un ISBN, c'est-à-dire donc c'est considéré comme un livre. Alors, c'est comme ça que ça se présente, vous voyez. La compagnie à numéro 90 54 71 75 Québec Inc. C'est la compagnie. Compagnie Le Livre Voyageur, compagnie à numéro donc, présente Lazy Boy, avec une page couverture de Luc Giard et la citation en bas. Elle est de Jean-Paul Martineau, Les revolvers remplis d'amour. Tenez, je vous le montre. Alors, c'est une revue qui n'a pas bonne presse, disons-le franchement. Et oui, et donc la citation est tirée du recueil Osmonde de Jean-Paul Martineau, publié aux éditions Erta. Les éditions Erta, si vous vous rappelez, c'est les éditions qu'a fondé Roland Giguère. Vraiment, elle va être courte, celle-là, croyez-moi. 45 minutes plus tard, il annoncerait qu'elle serait courte. Non, elle va vraiment être courte. Et oui, elle a mauvaise presse, il faut le dire. Elle a mauvaise presse parce que il y a des images licencieuses dedans. Il y a des images licencieuses, il y a des textes limite provocateurs. Il y a quelque chose, comme le rappelait quelqu'un, quelque chose une blague de potache. Il y a quelque chose de... Mais à l'époque, lors de sa création, nous voulions nous en prendre à ce qui nous semblait être une caractéristique de plus en plus répandue chez la gente littéraire, l'autocensure. Et nous anticipions déjà que nous entrions dans un univers de censure. Alors, pendant un bon moment, je vous dirais, j'ai eu honte de ma propre... c'est une création collective, il y avait d'autres personnes,
Mais je ne vais pas ici atténuer ma responsabilité parce que je suis allé de mon propre chef recruter Serge de Cotteret, pornophile patenté, et Yvon Boucher, le, le maître, le maître absolu de la pornocratie au Québec. Alors, Yvon Boucher, qui a tout lu, Bataille, Pierre-Louis, Les Petits Maîtres, Jean de Tinan, Jean Lorrain, tous les Huysmans, tous les décadentistes. Alors, c'est une espèce de... C'est un véritable libertin. Et, et un personnage franchement inquiétant. Franchement inquiétant. Et la revue, je l'avais fondée avec Feu, mon ami Rabi. Et j'avais réussi à convaincre Rabi que ça nous prenait, dis-je, deux têtes brûlées au sein de notre organisation. Et ça a été chaotique. Ça a été chaotique parce que Boucher et de Cotteret ont tout fait pour, pour, euh, pour être le plus délinquant possible. Et ce qui provoquait des heurts assez rudes au sein de notre, comment nous nous appelions déjà, au sein de notre comité de rédaction. Alors, donc, et finalement, bon, ben, la bagarre a pris et chacun s'est séparé. Et moi, ben, je suis resté avec le bébé. Hein, le bébé. Et puis, mais là, vu l'atmosphère générale d'autocensure, de censure, eh ben, je l'assume plus. Je l'assume plus rétroactivement même. La honte m'a quitté. J'en suis presque fier. Et il est arrivé un autre phénomène. Il est arrivé une autre anecdote. Il y a quelques temps, presque quelques jours à peine. Un de ceux qui a le plus collaboré au collectif m'a téléphoné parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti un numéro. Là, on en prépare un. On en prépare un qui s'appelle Sortie de route et qui va paraître, qui va sortir entre le 15 mai et le 15 juin, approximativement. Et ce collaborateur habituel, que je tiens toujours en estime, malgré tout, m'avait proposé un texte qui devait paraître dans un numéro qui n'est jamais paru il y a déjà plusieurs années, et je l'ai recontacté pour lui dire que là, enfin, il était pour avoir un nouveau numéro du collectif. Alors, il semblait plutôt ravi. Et quelques jours après, il m'a téléphoné pour me dire eh bien, qu'il retirait sa participation et qu'il n'écrirait pas de texte pour le prochain numéro, car sa femme et ses deux filles, qui ont largement dépassé la quarantaine, eh bien, jugeaient que c'était pas une bonne affaire pour lui que de paraître dans le collectif La Compagnie à numéro. Je suis resté hyper zen. Je m'en suis amusé aussi. En fait, secrètement, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et je parie, cependant, quand tu vas voir le numéro qui va sortir, va regretter de ne pas y être. Mais vous voyez un peu, même au sein des familles, la censure, la pression. Mais c'est... Et là, ça a ajouté, si je peux dire, ouais, finalement, je pense que je vais devenir de plus en plus radical. De plus en plus radical. De toute façon, j'aime la littérature radicale, j'aime les poètes radicaux, j'aime quand on va jusqu'au bout de l'expérience, j'aime pas les timorés. Et, et en tout cas, là, ici,
C'est une participation en moins, mais par contre, j'étais content de voir aussi que des gens d'un très bon niveau et d'une grande réputation n'ont pas hésité au fil des années à se joindre à la compagnie à numéro. Alors, voilà. Et ce qui est observable aussi, c'est que plus, en tout cas, c'est une observation, plus les gens sont sérieux dans leur travail d'écriture. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas du monsieur dont je viens de vous parler, mais plus ils sont généreux, plus ils sont prêts à participer à des expériences de littérature qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire. Alors oui, Jean-Paul Martineau a publié chez Erta. Ici, dans ce numéro-là, nous avions traduit des poèmes, originellement publiés en anglais sous le pseudonyme de Jan Otter Olmek, et c'était tiré de Caravansérail, Sketch and Poem, Vancouver, 1970-1973, traduit donc par le titre de Caravansérail. Et je vous le montre. Tenez, la mise en page, elle est assez soignée quand même. Les petits dessins sont de Martineau. Peut-être que c'est ça que je vais... Ouais, peut-être, je vais vous montrer le livre, et peut-être demain, tenez, je vais vous parler de l'autre livre, qui est très très beau d'ailleurs. Je félicite les auteurs. Et je vous montre ici une photo. J'espère qu'on va la voir. Bien, tenez, je vous laisse le temps. De toute façon, si vous voulez vraiment la voir de plus près, vous faites un arrêt sur image. Et on voit ici Jean-Paul Martineau avec son chat. Il est né en 1935 à Dolbeau. Il est mort à Vancouver en 1996. Alors faites le calcul. Il n'est pas mort. Il est mort assez jeune. Et la caractéristique de cette photo, c'est qu'elle est signée John Max. Alors, rapidement, un mot sur John Max. C'est un photographe très connu au Canada, tant au Canada français qu'au Canada anglais, parce qu'entre autres choses, il a fait les pages couverture des premiers, il a photographié les pages couverture des premiers ouvrages de Leonard Cohen, ainsi que de ses premiers albums. Alors, c'était quelqu'un qui était proche de Leonard Cohen. Et, et, et disons, John Max aussi, dans le milieu des livres, dans le milieu des livres d'occasion et d'anciens, avait une très étonnante réputation. Il y avait une librairie à Montréal, sur la rue Saint-Denis, le Temps de lire, qui avait... c'était des soldats, eux, d'origine française et qui faisaient venir de France des immenses quantités de livres, des livres d'art, des choses très très belles. Et c'était une librairie qui était de bonne qualité. On y trouvait des choses, des choses très rares au fond. Et ça a fait le bonheur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de bibliophiles, le Temps de lire. Et eux, donc, avaient un entrepôt dans lequel ils entreposaient leurs ouvrages. Et ils avaient offert à John Max un espace pour entreposer ses propres livres. Car John Max était, bon, je ne passerai pas de jugement ici, était animé par une fièvre compulsive d'achat de livres. Beaucoup, beaucoup de livres. Alors, je ne sais pas si... Au Québec, on parle de palette. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais bon, une palette. Alors, quand on parle d'une palette, c'est un... Une palette peut contenir, peut recevoir, dis-je,
facilement 50 cartons de livres. Et, et dans ce très, 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 très vaste entrepôt, John Max avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de palettes. J'ai cru comprendre aussi qu'il est mort il y a quelques années, que en fait, ça représentait plusieurs containers. Alors, vous imaginez, mais de sources très, très bien informées, il accumulait tout sans réfléchir. Et il logeait toujours sur la rue Saint-Denis, au-dessus du centre Sri Aurobindo. Alors, une librairie assez étonnante à Montréal, qui est là depuis au moins 50 ans et qui propose des livres sur la philosophie hindoue. Évidemment, les ouvrages ça s'appelle pas le centre Sri Aurobindo pour rien. Alors, il y a des dizaines et des dizaines d'œuvres complètes d'Aurobindo en hindi, je pense, en anglais. Alors, lui, il vivait au-dessus de cette... les propriétaires du centre Sri Aurobindo consentaient à lui louer un petit studio pour pratiquement rien. Parce que la réputation de John Max comme artiste, comme photographe d'importance, lui valait quand même l'estime de gens qui pouvaient apprécier son apport artistique. Ce qui était le cas du propriétaire du Temps de lire et des propriétaires du centre Sri Aurobindo. Moi, j'aurais bien aimé, petit curieux que je suis, pouvoir farfouiller dans ces cartons, mais une source bien informée me disait que j'y perdrais mon temps. Tant John Max. Et puis aussi, il avait pris... et ça, est-ce que ça s'est retrouvé à la grande bibliothèque, mais il avait aussi plusieurs dizaines de palettes de négatifs, de photos prises de Montréal. Il y a eu une petite plaquette qu'il a. Je vais la retrouver et je vais la mettre en note en bas d'écran sur son travail. Mais tout est à faire là, ici pour John Max. C'est une somme. Là. Est-ce que le musée de la civilisation, là, ça me revient, est-ce que le musée de la civilisation à Québec s'était porté acquéreur de l'ensemble de son travail? C'est possible. Il me semble qu'une institution, en tout cas, québécoise, s'était portée acquéreur, suite probablement à son décès, de l'ensemble de son œuvre. Alors nous, pour en revenir à la compagnie numéro, donc, nous étions absolument ravis d'avoir une photo de John Max. Est-ce que je vous lis ou pas? Ouais, je vais vous en lire peut-être 2 ou 3. Je vais vous lire la traduction française de Maurice Soudens. Maurice Soudens aussi, qui est un très très bon écrivain, qui a participé à plusieurs numéros et qui a quelqu'un d'important dans le monde des lettres. Les hommes se sont levés dans la nuit sans quitter leur lit, sont sortis marcher dans la nuit, toute la nuit. Avec leur cœur, l'homme s'est fait du souci pour l'énergie polaire. Ils ont marché, puis les bateaux ont accosté la nuit, et la nuit s'en est allée. Lorsque j'étais enfant et que la neige tombait lentement, je tirais la langue pour attraper des cristaux. Clignant des yeux dans le soleil aveuglant, je rêvais le monde. Bien des bagages, des étiquettes et des reçus ont passé depuis ce temps. Tant de voix, de visages, de regards pleins de regrets. Aujourd'hui, je fais la même chose ici et là, et ferme les yeux, et continue de rêver à un seul endroit, un endroit que je n'ai jamais vu. Elle est ici, elle est là, elle dort, en rêve. Je l'écoute.
Quel beau voyage, s'écriera-t-elle lorsque je reviendrai. Qu'as-tu fait toutes ces années? Toujours brocanteur, qu'elle me dira, j'espère, pour ne pas me demander si j'ai pensé à elle tous les jours durant toutes ces années. Si elle sourit et si nous sommes dans ma vieille chambre, là-haut, je soufflerai les chandelles, lui murmurerai à l'oreille un petit moment, puis je la serrerai dans mes bras pour toutes les fois que j'ai pensé à elle, au présent et au passé. Il y a longtemps de cela, à cette époque, nous déjeunions sur une branche, dans quelques jardins suspendus, loin en une campagne soyeuse, fragrante et sonnante. Nous avons parlé, et nous nous sommes embrassés sans arrêt. Puis tu as regardé les jardins et le soleil. Je me suis envolé. C'était un matin du mois de mai. Tu sais comment on se sent idiot au mois de mai. Elle était assise sur la pelouse, appuyée contre le mur de la maison. Elle écrivait. Mon cheval se promenait près d'elle. C'était un matin sans défaut. Elle semblait si paisible. Elle écrivait. Où est-elle maintenant? Sa main partout, les plis de sa robe. Elle est assise dans les marches de pierre. Pourquoi semble-t-elle si triste? Maintenant, elle a une fleur dans la main. Elle sourit. Son esprit file aussi vite qu'une pensée de fleur. Que pouvez-vous faire dans une grande ville entre les vagues si je pouvais toucher tous ses cheveux? Voilà. Alors là, je vous montre la liste des participants de ce numéro-là de 2003. Alors, ça fait déjà près de 18 ans. Alors, et demain, ben écoutez, je vais vous parler de celui-ci, qui est... Ouais, je retrouve ce poème-là. Ouais. Est-ce que... J'ai pas eu le temps, j'ai simplement... Je vous montrerai tout ça demain. J'ai simplement eu le temps de voir... Ah! Quand j'ai vu ça à la librairie L'Insoumise. Ah! Jean-Paul Martineau. Alors, évidemment, il est là. Alors, c'est tout. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain pour de nouvelles aventures. Merci et bonsoir.